Bienvenue, Madame la professeure Géraldine Chavrier. Vous êtes professeure de droit public à l'école de droit de la Sorbonne à Paris, spécialiste des collectivités territoriales. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cet entretien en ligne. Il sera diffusé sur les chaînes numériques du Center for Autonomy Experience de URAC Research. Et nous sommes un centre qui travaille sur l'autonomie du Sud-Tyrol, le Tyrol du Sud, en Nord-Italie, sur la protection des minorités et plus largement sur la diversité territoriale. Dans cette perspective comparative que nous nous intéressons aujourd'hui au cas alsacien, mais aussi à ce qui révèle l'évolution française en matière de différenciation territoriale. Je me permets de rappeler brièvement que le Sud-Tyrol est doté d'une autonomie territoriale constitutionnellement garantie et ancrée au droit international. Cette autonomie combine protection de groupes linguistiques, compétences législatives et administratives propres et reconnaissance institutionnelle de cette diversité territoriale au sein de l'État italien. Ce qui m'a donc incité à organiser cet entretien avec vous, c'est que début avril 2026, l'Assemblée nationale française a adopté en première lecture une proposition de loi visant à faire sortir la collectivité européenne d'Alsace de la région Grand Est. Et ce texte pourrait conduire à une collectivité à statut particulier, exerçant à la fois des compétences départementales et régionales. J'étais très surprise de lire cette nouvelle, je dois dire. Et d'ailleurs, nous devons voir tout cela dans un contexte plus large. L'Assemblée nationale vient aussi d'adopter il y a quelques jours un projet de loi constitutionnelle relatif à la Corse autonome au sein de la République. Et la comparaison entre les deux situations est particulièrement intéressante, évidemment, parce qu'il s'agit de deux voies différentes de différenciation en France. Alors, l'objectif de cet entretien est de comprendre ce qui change réellement la proposition de loi pour l'Alsace, pourquoi cette voie juridique a été choisie, et la Corse de l'autre côté, pour apprendre les limites et les possibilités de la différenciation territoriale en France. Et on va donc commencer avec la première question que je vais vous poser. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qui est en train de se passer avec le cadre institutionnel de l'Alsace? Quels sont les points clés de cette proposition de loi et d'où vient-elle? Alors, vous allez être un petit peu déçus parce que l'Alsace, ce n'est pas si audacieux qu'il n'y paraît. Entre la Corse et l'Alsace, il y a deux mondes, ainsi que le démontre le fait que pour rendre à l'Alsace ses frontières historiques, il suffit d'une loi, alors que la Corse, pour modifier son régime, on passe par une révision constitutionnelle. En fait, la proposition de loi relative à la sortie de l'Alsace de la région Grand Est est juste fondée sur un alinéa de l'article 72 de la Constitution qui autorise la fusion d'une ou de plusieurs collectivités territoriales. En fait, la collectivité alsacienne va être à statut particulier uniquement parce qu'elle va exercer les compétences à la fois départementales et régionales, c'est-à-dire qu'elle fusionne fictivement avec la région dans les limites de son territoire. Elle devient une collectivité à statut particulier parce qu'elle n'est plus ni un département ni une région. Elle sera l'Alsace. Et c'est une procédure, pour vous montrer qu'elle n'est pas du tout audacieuse, qui a été utilisée pour créer la métropole de Lyon. Simplement la métropole de Lyon qui a fusionné une intercommunalité avec un département uniquement pour lui donner plus de compétences et de puissance économique. Elle a été utilisée aussi pour la ville de Paris. Récemment, en 2017, on a fusionné la commune et le département. Donc on voit bien qu'on est là sur une réforme qui est assez institutionnelle, de rationalisation, mais qui n'est pas forcément en lien avec une revendication d'autonomie. Et d'ailleurs, la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales a autorisé sur tout le territoire métropolitain les départements à fusionner avec leur région pour devenir une collectivité unique. Donc, bien sûr, la création de la collectivité Alsace, elle est malgré tout pas sans lien avec les questions d'identité culturelle, linguistique et un attachement à une histoire. L'idée, c'est de revenir aux régions
aux frontières de la région Alsace de 1956 à 2015, c'est-à-dire jusqu'à ce que la France décide de fusionner ces régions pour qu'elles soient plus grandes. Et alors là, on a démantelé les frontières historiques de l'Alsace. Et donc, les Alsaciens ont une particularité qu'ils souhaitent qu'on respecte. En plus, on peut quand même avouer qu'il peut y avoir un lien entre une collectivité unique et les territoires à identité qui veulent plus de reconnaissance. Par exemple, la Corse, qui est vraiment devenue une collectivité à statut particulier presque autonome aujourd'hui, elle a fusionné ces deux départements et le niveau qui était équivalent au niveau régional sur le continent, parce que ça allait renforcer sa puissance. Donc, bien sûr que la volonté d'être plus forte dans l'État, d'être plus forte simplement et pas d'être plus autonome, n'est pas absente. Mais il n'y a rien dans cette loi qui va en faire une collectivité qui puisse être comparée avec une région italienne, avec une communauté autonome espagnole ou avec la Corse. À ce stade de la procédure, il n'existe aucune demande, par exemple, de compétences particulières, de dérogation à des normes et encore moins un droit à l'autonomie. Pourriez-vous donner quelques exemples des compétences que cette nouvelle région exercerait concrètement? Alors, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que l'Alsace ne va pas changer de compétences, elle va simplement prendre les compétences de la région Grand Est. Donc, elle va avoir une compétence en matière de développement économique, d'internationalisation des entreprises et d'innovation. Elle aura sûrement, mais il va falloir se coordonner, une compétence en matière de décentralisation ferroviaire. C'est elle qui va gérer ce qu'on appelle les transports express régionaux. Elle va gérer les lycées, alors que jusqu'à maintenant, elle gérait les collèges. Elle a la compétence de formation professionnelle. Vous voyez, ce sont plutôt des compétences qui sont des compétences régionales qui sont orientées sur l'économie, le transport, l'aménagement du territoire et parfois la coordination des compétences exercées par les niveaux inférieurs par plusieurs schémas. Est-ce qu'elle aura aussi plus de compétences en matière de bilinguisme? Alors non. Non, d'abord parce que c'est déjà fait. La collectivité européenne d'Alsace, vous entendez déjà que ce n'est pas une collectivité classique pour la France. Elle a fusionné ces deux départements par une loi récente de 2019. Et ces deux départements ont obtenu à ce moment-là, et pas maintenant dans le projet actuel, des compétences particulières, et notamment la possibilité de défendre la langue allemande, de la développer, donc de proposer des enseignements dans les établissements d'enseignement en plus des horaires et des classiques des établissements, de recruter pour cela, et elle a le droit d'organiser en fait le développement de ce bilinguisme par un schéma stratégique. D'accord, merci. Passons maintenant à la deuxième partie en parlant de la voie juridique choisie. Vous avez contribué vous-même aux réflexions constitutionnelles autour de ce projet. Comment s'est déroulé le processus de préparation de texte et quel a été votre rôle? Alors, une fois encore, on n'est pas du tout au niveau constitutionnel. Moi, je suis intervenue pour la Corse qui demande une véritable autonomie avec un pouvoir législatif de plein droit dans certaines matières et pour laquelle la Constitution est prête à reconnaître qu'elle constitue une communauté historique, linguistique, culturelle. Là, ça dépendait du niveau constitutionnel, car en France, on a un peuple unique et le simple fait de reconnaître une communauté fait peur à... franchement, il n'y avait pas besoin d'une révision constitutionnelle. Ça avait déjà été reconnu par la loi en 1992. Pourtant, on a des jacobins très angoissés en France qui pensent que voilà, c'est la fin, c'est le début du communautarisme. Donc là, on est passé par une révision constitutionnelle. Et dans ce cadre, j'ai en effet été auditionnée une fois en tête-à-tête avec le président de la commission des lois du Sénat pour voir si effectivement on était sur un schéma dangereux. Et une fois en commission des lois, en audition avec d'autres universitaires. Pour ce qui concerne la Corse, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. D'abord, c'est une initiative de la collectivité européenne d'Alsace. Ce n'est pas un texte qui vient de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le président Bieri de la collectivité européenne d'Alsace souhaitait réaliser ce que l'Alsace tente de faire depuis les années 2000, c'est-à-dire de devenir une collectivité unique. C'est-à-dire exercer les compétences à la fois départementales et régionales, tout en
retrouvant les frontières de l'Alsace comme elles ont toujours existé de 1956 à 2015. Et comme je suis une universitaire qui est à la fois spécialiste de ces questions, mais qui aussi a une fonction aussi de consultante, il m'a demandé de l'aider, et de l'aider d'une façon très simple. Il m'a dit, je souhaite redevenir Alsace, mais mon objectif n'est pas d'effrayer les plus jacobins d'entre nous, donc je voudrais trouver une solution nationale à l'Alsace. Et il se trouve que j'ai eu une idée qui me paraissait la plus opportune, puisque la France, régulièrement, considère qu'elle a trop de niveaux de collectivité territoriale et régulièrement envisage de créer un conseiller territorial qui serait un conseiller unique au département et à la région pour ne pas forcément fusionner les deux, parce qu'il y a des réactions corporatistes, mais avoir une simplification. Et je me suis dit, voilà, la loi de 2010 permettait déjà au département de fusionner avec la région. Maintenant, les régions sont tellement grandes qu'on ne peut plus avoir cette simplification. Alors, puisque l'Alsace souhaite revenir à ses frontières, on ne va pas dire on démantèle les régions qui existent, on revient en arrière, c'est pas bon pour l'intérêt général. On va dire, on va passer un accord. Ceux qui veulent redevenir en France aux frontières des anciennes régions peuvent le faire, mais à condition de devenir une collectivité unique, de fusionner le niveau départemental et régional. Comme ça, les populations qui sont un peu frustrées dans leur identité peuvent retrouver leurs frontières. Et il y a, pour l'intérêt général, une simplification, puisque on devient collectivité unique. Donc, il me paraissait évident que ce projet qui a été soumis, c'était le rôle du président de la collectivité européenne d'Alsace. Je faisais un texte en ce sens et il était soumis au Premier ministre pour qu'il en fasse un texte pour toute la France. Et avec les difficultés budgétaires, les dissolutions, etc., ce n'était pas du tout le souci du Premier ministre Bayrou à l'époque. Et donc, il est passé par la voie parlementaire, par une députée alsacienne, qui, elle, a rajouté un article qui n'était pas très cohérent avec le premier pour créer une collectivité à statut particulier alsacienne. Donc, en fait, l'objectif était le même, la voie était différente. Mon article 1, c'était une possibilité pour l'Alsace qui pouvait être reproductible. Et la proposition de loi, c'était uniquement la création du statut particulier à l'Alsace. Et là où ça devient très intéressant concernant cette procédure, c'est que la commission des lois a supprimé mon article parce que il y a une grande réaction corporatiste en France. On a eu peur que les régions soient petit à petit démantelées et Région de France a défendu le niveau régional qui est fort aujourd'hui, ne souhaite pas l'être moins, ce qui peut s'entendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France est absolument effrayée par l'idée de la différenciation sur le territoire. Mais quand on lui a proposé une solution de simplification, eh bien, elle l'a refusé et elle a choisi la différenciation, le cas particulier de alsacien, par peur corporatiste de voir démanteler les régions. C'est-à-dire que quand on a mis en balance, on risque d'avoir un cas alsacien ou alors on simplifie sur tout le territoire, elle a préféré le cas alsacien. Et c'est ça la procédure. Donc aujourd'hui, eh bien, on attend parce que l'Assemblée nationale l'a voté. Et l'État exige maintenant, ce qui n'a jamais existé nulle part, et c'est une façon de faire attendre, un diagnostic, une évaluation pour voir les conséquences de cette décision avant de pouvoir être votée à au Sénat. Et donc au Sénat, on doit avouer qu'il y a assez peu de chances on a quand même assez peu de chances de succès parce que c'est une chambre qui certes défend les collectivités territoriales, mais n'est pas forcément aussi audacieuse qu'elle est favorable au statut particulier. Merci beaucoup pour ces explications très intéressantes. Vous avez déjà répondu à des questions que j'avais préparées plus tard. Peut-être ce serait juste intéressant de préciser la différence entre la Corse et l'Alsace. Pourriez-vous dire à partir de quel moment une différenciation territoriale devient-elle suffisamment substantielle pour exiger une révision constitutionnelle? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la France a des principes qu'elle n'a jamais su définir. Donc l'unité de l'État, on sait que c'est quand même, au minimum, l'unité de la souveraineté, donc de la loi. Donc à partir du moment où vous voulez donner un pouvoir législatif à une collectivité territoriale, vous sortez de la différenciation et vous rentrez dans une révision constitutionnelle parce qu'on rentre dans l'autonomie.
Pour le reste, la différenciation en France, c'est simplement la possibilité de voir traiter différemment des situations différentes, mais dans la stricte mesure de cette différence. Donc si, en effet, en Île-de-France, par exemple, on a une situation particulière des transports, elle aura le droit de s'organiser différemment avec un établissement public de mobilité différent. Éventuellement, on a le droit d'avoir quelques compétences différentes. Un département qui serait dans une situation différente pour obtenir quelques compétences différentes. Mais ça ne va pas plus loin. Alors, ceci étant dit, on le verra avec d'autres questions, quand on dit que ça ne va pas plus loin, la France est faite que de différenciation qu'on refuse de voir. Mais l'autonomie, c'est vraiment le niveau constitutionnel et c'est la possibilité essentiellement d'avoir un pouvoir normatif renforcé, qui soit de niveau législatif. D'accord, merci beaucoup. Si on passe à la prochaine partie des questions, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez opté pour ce titre de la simplification du millefeuille territorial? Dans quel sens est-il justifié, peut-être encore une fois, de parler de simplification? Dans le cas de l'Alsace, oui. On a choisi la simplification territoriale parce que, comme vous le savez, en France, nous avons de très nombreuses communes que nous avons tenté de faire fusionner, ou au moins à titre volontaire, ce qui nous a permis de passer à presque 37 000 communes à un peu à 35 000. Mais celles-ci sont encore nombreuses, donc on a des formules d'intercommunalité, et puis nous avons des départements, puis nous avons des régions. Très honnêtement, je ne considère pas que le fait qu'il existe des départements et des régions soit quelque chose d'inefficace en France. Car depuis une loi de 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences ont été assez bien réparties entre les départements et les régions. Néanmoins, comme ça nous fait beaucoup d'élus, en raison du niveau municipal. Le niveau municipal, c'est 90% des 500 000 élus locaux que nous avons. Les gouvernements successifs se disent toujours il faut simplifier, il faut simplifier. Et comme on peut difficilement toucher au niveau communal, parce que c'est la démocratie de proximité, ils se disent qu'il faut simplifier le niveau départemental et régional. Et donc, c'est là qu'on a choisi cette voie-là, puisqu'on s'est dit l'Alsace veut redevenir Alsace, elle veut être collectivité unique. Par ailleurs, oui. La collectivité territoriale a vraiment fait un travail très approfondi avec des experts pour voir combien elle pourrait gagner grâce à cette mutualisation des compétences départementales et régionales. Oui. Donc, il y a eu un vrai travail effectué. Il y a la population qui s'est prononcée à plusieurs reprises, au moins par voie de sondage, pour dire que ça les intéressait. Et alors, puisqu'on était face à une situation où la France n'aime pas qu'on traite les cas particuliers identitaires, on a essayé tout simplement de se fondre dans un mouvement qui est souhaité par l'État et qui est un mouvement qui permet des économies, qui est attendu. Donc, en fait, on pouvait arriver à réaliser le rêve de l'Alsace, à revenir sur ses frontières alsaciennes et à avoir des compétences renforcées, tout en simplifiant et même en engageant le mouvement sur le territoire métropolitain. On sait que si l'Alsace, ça marche, peut-être que d'autres collectivités vont se dire, eh bien, créons une collectivité unique. Donc, c'était vraiment la raison. La raison, c'était de satisfaire les Alsaciens, mais en n'effrayant pas par le cas alsacien, justement, en proposant une solution nationale. Merci, c'est très clair comme ça de comprendre la stratégie choisie. Qui n'a pas été choisie jusqu'au bout par voie de conséquence. Oui, d'accord. Mais maintenant, pour un public international qui connaît la France comme un pays très centralisateur et qui a une forte conception de l'unité de la République, peut-on parler aujourd'hui d'un changement de paradigme en différenciation territoriale? Alors, je vais vous faire un aveu, pas du tout. Mais à un point qu'il devient déplorable de constater. Parce que les Français sont totalement crispés sur la notion d'unité de l'État et d'égalité. C'est-à-dire que pour eux, l'unité de l'État, c'est l'égalité. Si tout le monde est absolument identique, alors le territoire aura une cohésion suffisante. Alors que ça explose de partout. Mais la vérité, c'est que je vais vous présenter en quelques secondes la carte administrative française. Nous avons des communes qui sont des communes classiques.
Mais nous avons aussi, pour ceux qui le désirent, des communes nouvelles qui ne sont pas les mêmes, qui ont été fusionnées et qui sont organisées différemment puisqu'elles ont des communes déléguées, des maires délégués à l'intérieur. Nous avons aussi des communes qui n'ont pas du tout les mêmes compétences et qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, selon qu'elles ont décidé d'intégrer une intercommunalité qui est une communauté de communes, ou alors une communauté d'agglomération, ou alors une communauté urbaine, ou alors une métropole. On a aussi des pôles métropolitains. Et dans ces établissements publics de coopération intercommunale, nous avons aussi des EPCI à statut particulier. La métropole de Lyon est à statut particulier, l'ex-Marseille Métropole est aussi à statut particulier, et on a même des communes à statut particulier, puisque même si on ne peut plus dire que c'est une commune, Paris, et puis Lyon et Marseille ont un statut dérogatoire organisé différemment. Là, on n'est encore qu'au niveau communal. Ensuite, vous avez des départements. Et dans les départements, vous avez des départements classiques, mais vous avez aussi la collectivité européenne d'Alsace, qui est un département dérogatoire aujourd'hui et qui deviendra autre chose après. On a des collectivités départementales comme à Mayotte, mais qui aujourd'hui sont plutôt des collectivités départementales et régionales. Et dans les départements et régions d'outre-mer, on a des collectivités qui sont uniques, qui ont une assemblée commune aux départements et aux régions. Et enfin, on a des régions. On a des régions, mais on a aussi la région Île-de-France qui est quand même à statut faiblement dérogatoire, mais dérogatoire. On a la collectivité territoriale de Corse qui est d'un niveau régional, mais qui maintenant dépasse le niveau régional, qui est plus proche du gouvernement que de l'administration. Mais on a aussi la Polynésie française qui a le droit d'intervenir dans le domaine de la loi, mais on dit que tout va bien, c'est unitaire parce que l'acte reste de nature administrative, mais franchement, malgré tout, elle fait la loi dans ce domaine-là, même si ça n'a pas de valeur de loi. Et on a la Nouvelle-Calédonie qui peut adopter des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie de valeur législative. Donc la différenciation aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande que vous l'imaginez. Même pour les compétences, même pire, pour le suffrage électoral. Jusqu'à l'année 2015, les communes de moins de 1000 habitants avaient un régime électoral différent des communes de 1000 habitants et plus. C'est-à-dire que même pour les droits politiques, ce n'était pas le même suffrage, avec dans un cas un scrutin beaucoup plus proportionnel, avec un scrutin de liste, et dans d'autres cas c'était plurimajoritaire, sans possibilité d'avoir vraiment une opposition facilement. Donc vous voyez que tout est différent. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est juste des événements qui se rejoignent dans le temps. C'est-à-dire que la Corse, il y a très longtemps d'abord qu'elle a des statuts dérogatoires à statut particulier les uns après les autres. Et ça fait très longtemps qu'on est sur l'étude de ce projet de loi constitutionnel relatif à l'autonomie de la Corse. Et avec pas mal de circonvolutions politiques françaises, des dissolutions, etc., ça arrive maintenant parce qu'il y a eu urgence à le faire avant l'élection présidentielle. Et je ne pense pas que ça aboutira forcément. Ça va être très difficile au Sénat. Donc, en fait, la Corse arrive maintenant. Et l'Alsace, depuis les années 2000, elle essaye d'être une collectivité unique. Et depuis 2015, elle est malheureuse d'avoir été englobée dans cette grande région Grand Est qui est immense et qui ne correspond plus à son vécu. Donc, c'est aujourd'hui que ça devient une actualité. Mais la vérité, il n'y a rien de… Non seulement on ne va pas vers une évolution où il y a plus d'autogouvernement ou plus d'autonomie, mais on est toujours aussi bloqué, puisque là, actuellement, le Premier ministre avait proposé de nombreux projets de loi de décentralisation. Le projet de loi de décentralisation a été abandonné. À l'inverse, on nous avait proposé un projet de loi État local, c'est-à-dire qu'on allait renforcer le pouvoir des préfets sur les collectivités territoriales, alors qu'elles n'ont déjà pas beaucoup de compétences de décision. Ce projet de loi État local a fini par être abandonné parce que les collectivités territoriales viennent de s'énerver, de s'opposer, et l'État a accepté d'abandonner son projet. Ce qui veut dire qu'en fait, on est toujours dans une simple décentralisation administrative bloquée, qu'on n'arrive pas à faire progresser. Donc on est très loin d'une évolution vers plus de différenciation ou d'autogouvernement. Nous ne pouvons pas parler alors d'un changement de paradigme. Pas avec l'Alsace, mais avec la Corse quand même beaucoup. Parce que là, la Corse, quand même, on va donner à une collectivité territoriale qu'on considère comme métropolitaine, même si c'est une île, on l'assimile au continent, on va lui donner un pouvoir législatif et on va reconnaître qu'elle est une communauté qui est attachée à sa terre. Et ça, c'est philosophiquement nouveau en France. Dans tout cela, quel est le rôle des juges du Conseil de l'État et du Conseil constitutionnel? Alors, le Conseil d'État va rendre un avis sur les projets. Il va regarder, par exemple pour la loi, il va vérifier sur l'Alsace, il va vérifier
qu'elle respecte la Constitution. Là, dans ce cas-là, ça n'est pas possible parce que ça a été une proposition de loi. C'est une députée qui a déposé le texte et elle aurait pu demander l'avis du Conseil d'État, mais ça n'a pas été fait. Pour la Corse, c'est une révision constitutionnelle. Donc en fait, il n'a pas à se prononcer. C'est le peuple, enfin, c'est l'Assemblée parlementaire réunie en Assemblée constituante, les deux, qui vont adopter le projet. Donc en fait, il ne se passera rien pour la Corse. Pour l'Alsace, il ne se passera rien aussi, sauf à ce qu'il décide qu'il y a une violation du principe d'égalité, et ça me paraît assez peu probable. Mais quand on est sur une révision constitutionnelle, on change la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel n'a rien à en dire. D'accord. Donc, quelles sont vos attentes pour ce qui concerne la suite du projet de loi en Alsace et en Corse, et surtout en Alsace? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre de cet examen approfondi commandé par le gouvernement? Et aussi sur le plan politique, est-ce qu'il y a comment élever la probabilité d'un soutien politique pour cette proposition de loi? C'est très difficile. Alors, concernant la mission d'expertise menée par des inspections qui normalement inspectent surtout les administrations d'État et pas vraiment les collectivités territoriales, en fait, on peut se tromper dans l'analyse, mais il est très probable que l'idée, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps parce qu'on avait réussi à faire adopter la proposition de loi avant l'été, qu'elle allait filer vers le Sénat et que si jamais le Sénat l'adoptait, on va le voir, hein, c'est pas si simple que ça, on arriverait finalement probablement à une promulgation, ce qui n'est pas forcément souhaité, elle n'a pas vraiment été appuyée par l'État. Or là, la mission d'inspection est supposée continuer jusqu'à novembre. On est en train de négocier pour que ça revienne plutôt à septembre. Novembre, ça veut dire qu'ensuite on arrivera sur une discussion au Sénat qui va forcément amender le texte. Il le faut parce que le texte tel qu'il existe est très mauvais. Hein. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été prévues, notamment sur le plan financier, sur le contrôle de l'État, etc., sur le contrôle de l'égalité par le préfet. Donc en fait, il va forcément y avoir des amendements que l'Alsace va elle-même porter et ça va repartir vers l'Assemblée nationale. Et je pense que le souhait, c'est que les élections présidentielles aient lieu, donc il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il y aura une nouvelle majorité. Donc, on espère que ce texte ne sera plus repris après cette dissolution. L'idée, c'est de gagner du temps, je pense, de la part de l'État. Donc, on est sur quelque chose d'approfondi. Ce que je sais, c'est que l'Alsace, moi, je les ai vus travailler, je les ai accompagnés. Ils se sont comportés du début jusqu'à la fin de façon extrêmement responsable. L'idée, c'était bien de satisfaire leur population, qui se veut alsacienne, mais c'était aussi la démocratie, donc ils souhaitaient une consultation de la population, et c'était aussi la bonne gestion publique. Donc en fait, il y a un énorme travail qui a été fait il y a longtemps pour savoir, de leur côté, sur le plan financier, comment les choses vont se produire, et de notre côté, on avait créé des mécanismes de lissage pour passer de la région à la collectivité européenne d'Alsace sans catastrophe. Donc, on pense qu'on est fort sur l'évaluation et que ça ira. En revanche, pour les groupes politiques, ça n'a pas été simple à l'Assemblée nationale. Le texte n'est pas très bon. Il est constitutionnel, mais il est mauvais. Il faut l'améliorer. Et le Sénat est une chambre très décentralisatrice qui accepte de plus en plus la différenciation, mais ça lui est difficile d'adopter ce texte, indépendamment, je dirais, des groupes politiques, parce que les socialistes qui votent malgré tout aujourd'hui pour la Corse ne vont probablement pas voter pour l'Alsace. Il faut voir, hein, ça peut évoluer. Parce que c'est le continent cette fois-ci et que la peur, c'est toujours que si on donne à l'Alsace, on va devoir donner aux Bretons, aux Pays Basques, etc. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'extrême droite ira soutenir cette démarche de différenciation? Alors, c'est très compliqué, vous savez, parce que l'extrême droite, en France, n'est pas décentralisatrice et déteste le niveau régional. Et la grande surprise a été qu'elle a défendu la proposition de loi relative à la sortie de l'Alsace de la région Grand Est. Exactement. Permettez-moi de tirer ici un parallèle. Le statut d'autonomie au Sud-Tyrol a pu être révisionné grâce au soutien du gouvernement actuel de Meloni en Italie. C'était également une surprise. Voilà, donc c'est une surprise, ce qui fait qu'on s'attend à ce que l'Alsace vote pour la sortie de l'Alsace. L'idée, ce n'était pas la sortie de l'Alsace de la région Grand Est. Hein. L'idée, c'est de créer une collectivité unique alsacienne. C'est quand même autre chose. Ce n'est pas contre l'autre région,
c'est pour soi, pour une bonne gestion. Oui. Quant à la Corse, je ne pense pas que ce sera adopté par l'extrême droite. Oui, d'accord. Quel conseil donnerez-vous à d'autres régions, territoires qui voudraient accéder à plus de pouvoir régional? Alors, je travaille déjà avec plusieurs régions. D'abord, pour vous dire, j'en profite parce que je pense que l'exemple doit être diffusé dans l'Europe entière. La France, quand elle se décide à faire de la différenciation, elle écrit dans la loi qu'une région peut la saisir de demande de différenciation. Et la région Île-de-France a souhaité le faire. Et elle m'a demandé de rédiger, je ne sais plus, environ 45 propositions de différenciation, toutes objectives, fondées sur des arguments, sur des rapports de Cour des comptes, des statistiques, etc., et toutes raisonnables. Eh bien, en dépit de la loi qui demandait qu'il y ait un rapport qui soit apporté, qui donne une réponse, que le rapport donne la réponse que le gouvernement a apportée à ces demandes de différenciation, 3 ans plus tard, l'Île-de-France n'a jamais reçu aucune réponse de la part de l'État, bien que ce soit prévu par la loi. Donc, en fait, moi, mon premier conseil, c'est déjà de s'emparer de cet outil. Parce que là, ils ont pu le faire avec la région Île-de-France, ils ne pourront pas le faire avec toutes les régions. C'est aux régions de demander une différenciation. Et je sais que la Bretagne est en train de réfléchir, alors de façon très raisonnable, là encore, et plutôt pas sur une perspective d'autonomie, d'identité ou quoi que ce soit, mais sur une question de territoire et de ses besoins. Et je sais aussi, et c'est le conseil que je donnerais, c'est que une députée socialiste du Pays Basque, même si ce n'est pas une circonscription législative, propose une modification de la Constitution. À partir du moment où on accepte que la Corse peut aller jusqu'à l'autonomie, elle ne demande pas une autonomie pour tout le monde, mais elle demande d'inscrire la différenciation dans la Constitution. Il y aurait une proposition de loi constitutionnelle pour dire que tous les territoires qui ont une identité culturelle, linguistique, historique, ou des différences objectives, parce qu'elles sont plus montagnardes, plus littorales ou que sais-je, il faut qu'elles puissent avoir le droit à la différenciation. Donc moi, j'ai 2 conseils à donner. C'est pousser cette proposition de loi constitutionnelle, y compris de la part y compris ceux qui sont très favorables à l'unité, parce que aujourd'hui, la France, elle fonctionne par à-coups. Elle donne sous la pression à la Corse, et tant mieux. Elle donne sous la pression à la Nouvelle-Calédonie, on modifie Mayotte, il n'y a pas d'idée globale. Si on veut défendre quand même une conception de l'unité de l'État, il faut qu'on accepte une différenciation pensée pour tout le monde, parce que comme ça permet d'avoir un cadre qui redevient en fait unitaire. Moi, la collectivité unique alsacienne que je souhaitais, elle permettait d'être collectivité unique comme la métropole de Lyon, comme la ville de Paris, comme la Corse, comme la Martinique, voilà, comme beaucoup d'autres collectivités, ça reformait une catégorie. Et au lieu d'être dans la différenciation, on retrouvait une catégorie différenciée, mais une catégorie. Donc vraiment, les 2 conseils, c'est toute collectivité territoriale qui le souhaite doit faire des propositions de statut et les pousser, comme la collectivité européenne d'Alsace est en train de faire, et elle doit voter pour cette proposition, enfin les parlementaires doivent voter pour cette proposition de loi constitutionnelle qui permettra de créer un cadre équilibré, qui est respectueux des principes républicains qui sont les nôtres. On va pas devenir régionaliste ou fédéraliste du jour au lendemain, même si on en parle beaucoup en France en ce moment, mais qui permettent d'exprimer les différences sur le territoire. Parce que moi, je crois fondamentalement que vouloir être unitaire en demandant à chacun de taire ses différences, c'est la meilleure façon de faire exploser l'État unitaire. Il faut reconnaître les différences, il faut que chacun se sente chez soi en France. Et ça, pour l'instant, c'est pas si vrai que ça, parce qu'on nie les particularités qui sont réelles et qui sont françaises, qui font partie de l'histoire française. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir lancé cet appel. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Merci à vous pour cette interview. Oui, peut-être une dernière question. Pensez-vous que l'autonomie de la Corse, à la fin de ce processus, est-ce qu'elle sera comparable à celle du Sud-Tyrol actuellement? Non. Non, parce qu'elle n'aura par exemple pas de compétences internationales, et si j'ai bien compris, le Sud-Tyrol en a, il y a quand même, enfin, en tout cas, il est reconnu au niveau international. La Corse ne sera pas reconnue au niveau international. Ce n'est pas un État, c'est une collectivité territoriale, et même pas une collectivité territoriale qui se rapproche de l'outre-mer. Elle est dans ce qu'on appelle l'article 72 de la Constitution. Pour ça, déjà,
c'est impossible. Au niveau de la langue, ils ont énormément de difficultés à aller plus loin et je ne suis pas sûre qu'on arrivera à aller vers une co-officialité de la langue. Il me semble que dans le Sud Tyrol, il y a une co-officialité. Oui, exactement. La langue allemande et italienne sont Alors là, vous voyez, co-officielles. donc on ne va pas aussi loin, on ne va jamais en France jusqu'à dépasser le cadre de l'unité de l'État. Alors la seule chose, c'est que certains ont une vision de l'unité de l'État qui est quasi hystérique. On ne va pas se mentir, je crois que ça relève de la psychiatrie, d'une angoisse profonde de la fin de leur cadre rêvé. Et puis vous en avez d'autres qui regardent ce qu'on peut faire et qui voient qu'on peut faire beaucoup de choses dans ces limites-là. Et nos limites, là j'avoue, elle va être un peu dépassée. Hein. Là, pour le coup, je n'ai pas à mentir, la Corse va avoir un pouvoir législatif de plein droit. Et ça, l'unité de l'État, c'est l'unité de la souveraineté, donc la loi, elle doit être unique. Ceci étant dit, ça va être extrêmement encadré, et en premier lieu par la loi organique. Donc on n'est pas vraiment non plus dans une plénitude souveraine et un pouvoir législatif entier. Oui, oui, d'accord. Là, ça reste extrêmement intéressant et je pense qu'on va continuer à suivre les démarches de la Corse et de l'Alsace pour faire sortir la France de cette angoisse. Alors je crois que c'est important parce que quand vous observez l'Alsace, vous comprenez le niveau d'inquiétude. Parce que vous vous rendez compte quand même que ce qui a été proposé au départ, c'est ce qui va advenir si la proposition est adoptée, c'était une collectivité unique, juste une collectivité unique, et que ça avait été voté par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat, en 2010. En 2010, on a dit, on peut faire une collectivité unique avec des départements et des régions. Si ça avait été les pays de la Loire, la région ou la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait souhaité le faire, personne ne se serait senti monter une angoisse. Mais comme c'est l'Alsace, le simple fait de faire une collectivité unique prévue pour toute la France depuis 2010 est considéré comme nécessaire à la bonne gestion publique pour mieux gérer, mutualiser, c'est devenu une inquiétude. Donc oui, suivez l'Alsace parce que c'est elle qui vous dit à quel point la France est incapable de bouger. Si l'Alsace ne passe pas, alors certes, la Corse peut-être y parviendra, mais ça veut dire qu'on arrive au bout du chemin. Une fois qu'on aura donné son statut à la Corse, je pense qu'on n'arrivera pas à aller plus loin. Je crois que beaucoup de régions italiennes pourront beaucoup apprendre aussi des démarches en France parce qu'il y a une grande hostilité envers plus de régionalisme aussi en Italie, en dehors du Sud-Tyrol. Et oui, pour finir cette interview, on a parlé déjà plus longtemps que je pensais. Je vous remercie extrêmement pour vos explications, pour nous avoir fait comprendre ce qui se passe en France en matière de différenciation territoriale. Pour nos auditeurs qui souhaitent approfondir les questions de l'autonomie territoriale et des protections des minorités, nous invitons également à consulter les ressources et les cours en ligne du Center for Autonomy Experience. La plupart des contenus sont disponibles en version trilingue, allemand, italien et anglais. Et notre cours d'apprentissage en ligne sur l'autonomie, qui est dédié aux élèves de lycée, sera bientôt disponible aussi en langue française. Alors, je vais être très intéressée. Merci beaucoup. Merci à vous.